Pâques d'Islande par Anatole Lebras. À ma sœur, Madame Jeanne-Marie Marillier. Pâques d'Islande. À Monsieur Paul Kalman Lévy. Roquevelen, la Roche-Jaune, est un hameau de quelques maisons basses, éparses sur les deux flancs d'un ravin, à l'entrée de la rivière de Tréguier. Des petites fenêtres à bordure de granit, fleuries en été de glycines, de tournesols et d'hortensias. On a vu sur l'estuaire, vaste lac de mer apaisé, que des chapelets d'îles protègent contre les tumultes du large. Le flot, à l'heure du reflux, découvre le long des berges de hautes assises de roches brunes, d'où pendent les ruisselantes chevelures de goémons au ton d'or, qui ont vraisemblablement fait donner son nom au village. La population peu nombreuse se compose surtout de marins en retraite, vieux quartiers-maîtres, anciens caboteurs, venus s'installer là pour y jouir de leur dernier soleil, près de cette mer intérieure, assagie comme ils le sont eux-mêmes, mais qui les berce encore de son murmure et les pénètre de son parfum. Curieuse physionomie d'un relief peu commun, celle de ces coureurs d'océan retirés des aventures qui, sur le seuil de Roquevelen, passent les jours à échanger des commentaires en suivant du regard les barques qui montent ou descendent, dans une immobilité de sages et de contemplateurs. Je fus, il y a quelque 2 ans, l'hôte de l'un d'eux. Il s'appelait Jean-René Kerello, mais il n'était guère connu dans la région que sous le nom de Cloarec Kersuliet. Kersuliet désignant son lieu d'origine, et Cloarec, qui veut dire clair, étant un titre que l'on décerne volontiers en Bretagne, non sans une sorte de respect superstitieux aux personnes réputées pour avoir quelque teinture de lettres. Le père Kerello avait fait des études. Il avait suivi les cours du collège, à Tréguier, et se souvenait, selon son expression, d'avoir été de la même bordée que le fils du capitaine Renan. Oui, me disait sa femme, la vieille Gritten, avec un accent de regret qui, dans sa bouche, ne laissait pas de surprendre. Songez, monsieur, il n'eût tenu qu'à lui de devenir prêtre. Il ne l'avait pas voulu. Une irrésistible vocation l'entraînait ailleurs. Les voix des sirènes de la mer le relançaient jusque dans sa cellule de chambriste. Et, une nuit, il avait escaladé les murs, emportant pour tout bagage son livre de messe et des croûtes de pain nouées dans un mouchoir. 3 jours plus tard, il était embarqué à bord d'une espèce de négrier. Il faisait à coups de garcettes son premier apprentissage, attrapait la fièvre jaune à Montevideo et rentrait en France, dégoûté des navigations exotiques, mais plus que jamais féru de la mer. C'était le temps où les goélettes bretonnes commençaient à abandonner Terre-Neuve pour l'Islande. Il souscrivit un engagement, fut de l'âge héroïque de la pêche dans les fjords islandais, et, après avoir pratiqué cette rude vie pendant près de 30 années, trouva qu'il avait suffisamment payé le droit au repos. Il y avait en lui un singulier mélange de culture et de barbarie. Par certains côtés, il était resté aussi primitif que les âmes les plus ingénues de sa race. Et il se plaisait d'autre part à des réminiscences d'un pédantisme naïf, à des citations de latin d'église, qui témoignaient que chez le loup de mer, un peu de l'ex-séminariste avait survécu. Il avait avec cela des remarques fines qu'il formulait en un breton imagé, une mémoire où les lieux, les événements, les êtres s'évoquaient d'eux-mêmes, au moindre appel, avec une rare fidélité. Des récits qu'il me fit durant la semaine de septembre que j'habitais sous son toit, il en est un surtout qui m'est demeuré présent. Fin août, commencement de septembre, les Islandais sont de retour. Un matin, en poussant mes volets, j'aperçus toute une flottille mouillée dans les eaux de l'île Loaven. Ils étaient là une dizaine de navires, à l'ancre, autour du sanctuaire rustique de Saint-Élie-Bouban. Leurs sveltes mâtures découpant sur le ciel gris-perle l'enchevêtrement compliqué de leurs agrès. Ils sont entrés en rivière cette nuit, me dit le père Kerello, et ils attendent que la marée soit plus forte pour remonter. Je viens de les compter, ils y sont tous. L'après-dîner, il me conduisit, par des sentiers de chèvres ou de douaniers, au sommet d'une lande abrupte, d'où le regard plongeait sur les goélettes trégorroises, immobiles et comme mal réveillées encore de leur long engourdissement dans les mers du pôle. Nous nous assîmes dans l'herbe roussie. Jean-René Kerello alluma sa pipe minuscule et,
de sa belle voix lente et profonde, me conta cet épisode de sa vie d'Islandais, dont je souhaiterais que ma traduction n'eût point trop altéré l'accent. Le capitaine venait de crier « Ohé, ceux de tribord !» Et maintenant c'était notre tour, à nous les bâbordais, de descendre et d'aller dormir. J'en avais, quant à moi, grand besoin. Jamais encore, depuis l'ouverture de la pêche, je ne m'étais senti si las. Nous étions sur le chemin d'un banc qui n'en finissait pas de passer. Le temps de jeter la ligne et de la tirer, oup, la morue s'abattait au pied de l'éventreur. Ça pleuvait comme une manne, mais aussi, à la longue, les bras n'en pouvaient plus. On avait les reins courbaturés à faire sans cesse, pendant 6 heures d'affilée, ce mouvement, toujours le même, d'avant en arrière, d'arrière en avant. Joignez qu'il soufflait une bise de nord-est, aiguë, coupante, qui vous entrait dans la chair comme une lame de rasoir. J'avais les mains labourées de gerçures, les paumes à vif, chaque glissement de la ligne m'ayant arraché quelques lambeaux de peau saignante. Ce me fut un vrai soulagement quand Guillaume, mon frère cadet, qui était de la bordée de tribord, vint me relever. « La place est chaude, » me dit-il, en frottant ses yeux, encore ensommeillés. Nous occupions à tour de rôle la même couchette. Je lui répondis « Eh bien, je ne t'en laisse pas autant. » Comme je m'acheminais avec les autres vers l'écoutille, le capitaine nous est là. « Amenez-vous un peu, les gars, il y a un verre à prendre. Et toi, Jean-René, ajouta-t-il en se tournant vers moi, rapport à ta qualité de sacriste, j'ai à te causer. J'ignore si c'est encore aujourd'hui comme de mon temps, mais à cette époque, à bord de tout Islandais, il y avait un matelot qui remplissait, en quelque manière, les fonctions de curé. On choisissait d'ordinaire quelqu'un qui eût été assez longtemps à l'école pour avoir appris à lire couramment dans le latin des livres de messe. Les jours de grande fête, c'est lui qui débitait, tant bien que mal, les textes sacrés. Et si, comme il arrivait malheureusement plus souvent qu'il n'eût fallu, un homme de l'équipage venait à décéder, c'était lui encore qui faisait sur l'agonisant les derniers signes de croix et qui, lorsqu'on jetait le cadavre à la mer, prononçait le requiescat in pace. Il portait le titre, non de curé, ce qui eût été une irrévérence, mais de sacristain. Il prenait, du reste, son office à cœur, s'en acquittait de son mieux, gravement, avec dignité. À bord de la Miséricorde, du quartier de Tréguier, armateur Perrault, capitaine Guyader, le sacristain, c'était moi. « Qu'y a-t-il donc ?» demandai-je au capitaine en m'engageant derrière lui dans l'étroit escalier de la cabine. Il nous fit asseoir autour de la table, tira d'un placard des verres et une bouteille d'eau-de-vie. En tout autre moment, ce « boujaron » eût été le bienvenu. Mais je n'aspirais qu'à quitter mes vêtements gelés, à m'étendre, à dormir d'un sommeil de brute. J'allais répéter ma question quand le capitaine, ayant rempli les verres, leva le sien et dit « Camarades, c'est l'heure où chez nous les cloches s'en reviennent de Rome. Buvons à la santé de Pâques fleurie. » Comment vous faire comprendre cela ? Ces simples mots produisirent sur nous l'effet de paroles magiques. Nous sursautâmes du banc où nous gisions affalés. Adieu la fatigue, l'éreintement. Adieu le froid, adieu le sommeil. De toutes les bouches jaillit le même cri. « Pâques ! Et c'est demain ?» Hervé Guyader décrocha l'almanach de carton, suspendu à un clou contre la boiserie de chêne, et l'étala devant nous, à plat, sur la table. Nous nous penchâmes au-dessus, des barres d'encre rayaient les jours écoulés. Cela faisait comme une série d'échelons noirs. Déjà près de 6 semaines que nous bourlinguions dans la patrie des morues, au large de Faxafiord. Nous ne nous en doutions guère. Là-bas, voyez-vous, on perd le sentiment du temps. C'est une chose très particulière dont on ne peut se rendre compte en nos pays où l'on se lève avec le jour, où l'on se couche avec la nuit, où tintent les angélus du matin, de midi, du soir, où le soleil monte, plane, descend, avec la régularité des poids d'une horloge, où le laboureur, à défaut d'autres cadrans, a la ressource de mesurer l'heure à la longueur de son ombre. À Islande, rien de tout cela. On vit comme hors de la vie. On va, on vient, on travaille, on mange, on dort, on échange même à de longs intervalles de rares paroles, mais machinalement, confusément et comme en rêve. Jour, nuit ne sont plus que de purs mots, vides de tout sens. Une clarté triste, infinie, éternelle, une lumière si pâle qu'on la dirait morte. Le soleil lui-même, quand il devient visible, a l'air d'une figure de l'autre monde. Il semble que ce n'est pas lui qu'on voit, mais son spectre.
son âme défunte, tellement il n'a ni forme ni couleur. Il fait songer à quelque méduse gigantesque, flottant à la dérive entre deux eaux. À l'horizon, rien où se puisse arrêter le regard, ou plutôt pas d'horizon. La mer et le ciel sont comme fondus l'un dans l'autre. Que de fois le navire ne m'a-t-il pas fait l'effet d'être suspendu dans l'espace. Et le silence, ah, le silence! Il faut avoir séjourné dans les parages polaires pour savoir ce que c'est. Il est si vaste, si absolu qu'on en a peur. On a l'impression d'être dans le pays muet de la mort, et, malgré soi, l'on ne parle qu'à voix basse, comme dans une église. Un cri, un appel vous font tressaillir comme une chose insolite et quasi sacrilège. De cloches, naturellement, il ne saurait être question, et c'est peut-être ce à quoi, nous autres Bretons, nous nous faisons le moins. De toutes les privations, celle-ci est la plus pénible. Parfois, on croit ouïr leur son, très loin, selon le côté d'où souffle le vent. On prête l'oreille, on se dit de pêcheur à pêcheur, écoute, c'est comme un angélus voilé, ou comme un glas de songe. Il y en a qui y voient un intersigne, et ils deviennent subitement tout pâles. J'ai connu un homme de Plougrescant qui en reçut au cœur un coup si fort qu'il fallut le transporter dans la cabine. C'était pourtant un colosse avec des membres énormes. Il se mit à bégayer des choses sans suite, comme un enfant, et trépassa sans avoir recouvré ses esprits. Cette campagne était la première qu'il faisait. Ce fut la seule. Sa mort, je me rappelle, nous frappa. Quand je dis qu'il n'y a point de cloches à Islande, j'ai tort. Chaque navire a la sienne. Mais celles-là, il ne fait pas bon les entendre. Elles ne sonnent d'ordinaire que par temps de brume, ou les jours de grosse mer, à bord des goélettes en perdition. C'est le tocsin de détresse, l'adieu désespéré de ceux que les sentiers de la lande natale ne reverront plus. En avons-nous récité des De Profundis, en regardant s'évanouir dans les ténèbres, sur des fantômes de navires, des équipages affolés tintant leur propre glas? Oui, le rêve étrange qu'on vit là-bas est souvent traversé d'affreux cauchemars. Il est heureux somme toute qu'on soit, durant les mois de pêche, comme des âmes engourdies, et qu'on n'ait conscience de rien, pas même de la fuite des jours. Qu'il se fût écoulé 6 semaines depuis le soir de février, noyé de pluie, où nous avions pris congé de nos femmes sur les quais de Tréguier, parmi les sacs de sel, les fourniments de toutes sortes et les coffres, nous nous refusions presque à le concevoir. Le capitaine Guyader appuya son doigt sur le calendrier. « Lis, Kerello, me dit-il. Et je lus, immédiatement au-dessous de la dernière date biffée, samedi 14 avril, Saint-Tiburce. Puis, en lettres plus grosses, dimanche 15 avril, Pâques. Les autres bâbordais répétèrent en chœur « Pâques, Pâques fleuries !» Sur les visages, accablés tout à l'heure de lassitude, il y avait maintenant une joie qui n'était pas due, comme vous pourriez le penser, à la tiédeur de la chambre après le froid coupant du dehors, ni non plus à l'animation factice de l'alcool. Non, ce qui éclairait ainsi d'un air de fête nos mines harassées, c'était uniquement ce mot de Pâques, prononcé là, dans le silence des eaux polaires, à plusieurs centaines de milles de la patrie. Il y a dans les mots les plus simples, voyez-vous, une vertu de contentement ou de tristesse. Il n'est que de les dire ou de les entendre à certaines minutes, en certains lieux, pour se représenter tout ce qu'ils contiennent de choses, quelle musique suave est en eux, quels sons profonds ils rendent. Moi, une Bretagne de mirages me passa devant les yeux, en moins de temps qu'il n'en faut pour vous le conter. Les talus avec leurs herbes foisonnantes, leurs fougères, leurs grands ajoncs étincelants de toiles d'araignée, leurs touffes de fleurettes bleues, blanches, roses, épanouies à la lumière d'avril, le murmure de cressonnières dans les douves. Puis les matins d'argent neuf, les jolis ciels pommelés, les toiles de chaume blond où la rhubarbe et les mousses sont en fleurs, et les courtils qui sentent si bon, et les cris d'enfants, et les chants d'oiseaux, et les fontaines sombres sous les sureaux, et le resplendissement du soleil sur la mer. Je vis Plouguiel, ma paroisse, ma maison de Kersuliet, où nous habitions alors, adossée à celle du vieux barde aveugle, Yann Arguen. Ma femme s'apprêtant pour la messe,
devant le fragment de miroir fixé dans l'embrasure de la fenêtre, épinglant sur ses cheveux, lissés en un double bandeau, les grandes ailes retroussées de sa catiole. Je vis encore le sonneur dans la tour, les cloches balançant leurs gueules de bronze. Qu'est-ce que je ne vis pas durant cette seconde exquise! Ce fut si doux, si attendrissant, que j'en fermai les yeux. Les autres aussi se taisaient, captivés, comme moi, par leurs songes. Le capitaine rompit le premier le silence. Kerello, me dit-il, veille à nous faire demain de ta plus belle voix la lecture de l'office de Pâques. Puis, nous congédiant, il ajouta: il y aura repos de 12 heures pour tout le monde. Quand nous nous fourrâmes dans nos boîtes à saumure, comme on parle à Islande, l'aiguille de ma montre marchait vers 10 heures. 2. J'étais parti en rêve pour l'Armor Trégorois, et je racontais je ne sais plus quoi à ma femme, lorsque je perçus vaguement une voix enrouée qui disait: pousse-toi, Jean-René, je meurs de froid. C'était mon frère qui réclamait sa place à mon côté, dans cette espèce de soupente étroite où un homme seul avait peine à tenir. Je me rencognai tout au fond, le dos à la cloison de la goélette. Guillaume se coula contre moi. Il était positivement gelé, ses dents claquaient. À la glace de son contact, je me réveillai tout à fait. Sa respiration faisait dans sa gorge le bruit d'un râle. Il murmura: quel métier de nom d'un tonnerre! Tu verras que j'y laisserai ma peau. Bah, répliquai-je, oublie ça, demain c'est Pâques. Jolie Pâques, j'aimerais bien mieux du soleil pour de bon. Ah, les nuits de Rio, les hamacs sous les caroubiers, les chants des tiganas, et le vent léger, doux comme une soie. Qu'est-ce que je suis venu faire de ce côté-ci du monde? Il avait longtemps navigué dans les mers chaudes, et il en était resté frileux comme une femmelette, comme une chatte. Il n'y avait que 3 ans qu'il s'était embauché pour les pêches d'Islande, et par coup de tête plutôt que par vocation. Il n'avait pas notre endurance à nous autres, familiarisés dès l'adolescence avec la rudesse du ciel polaire. Et puis il manquait, comme nous disions, de coffre, de carrure. Ni sa charpente n'était assez vigoureuse, ni ses poumons assez résistants. Au cours de la première campagne déjà, il s'était mis à tousser. Un homme qui tousse, là-bas, est un homme perdu. Il en avait le sentiment, et cela le rendait parfois maussade, quoiqu'il fût par nature le plus gai, le plus insouciant des compagnons. Sitôt débarqué, il se ruait au plaisir. Mais à bord, la pensée d'une fin prématurée le hantait. Il ne s'en ouvrait qu'à moi, par exemple. Encore ne m'en parlait-il le plus souvent que sur un ton de blague, si bien que je ne le considérais pas comme atteint sérieusement. Il se tourna, se retourna dans la couchette. « Es-tu calé ?» lui demandai-je. Et comme il continuait à trembler de tous ses membres, je me renversai à moitié sur lui pour le réchauffer. « J'ai le corps perclus, me dit-il. Ça va plus mal. Un de ces prochains soirs, mon cher sacriste, tu réciteras sur moi le Requiescat et neuf. Fichu. Et qui l'aura voulu si ce n'est toi? Moi ou mon destin. Bonsoir. Ta chaleur me pénètre. Je vais pouvoir dormir. Il n'y a que cela qui vaille. Il ne bougea plus. Le sommeil l'avait pris. Ce sommeil si particulier de là-bas, qui vous terrasse d'un coup, brusquement, comme un bœuf assommé. Dans les lits voisins, 20 autres pêcheurs, tribordais et bâbordais, pêle-mêle, ronflaient par couples, poitrine contre poitrine ou dos à dos. La buée de leur haleine épaississait encore les ténèbres. Des idées tristes me vinrent à cause de Guillaume. Je me dis en moi-même: tu auras beau faire, tu ne reprendras plus ta nuit. Si tu montais te promener sur le pont, ton frère serait plus à l'aise et tu respirerais plus librement. L'instant d'après, j'étais dehors, empaqueté comme un ours. Un spectacle m'attendait tel que je n'en avais jamais soupçonné, moi, un vieux routier d'Islande cependant, blasé sur toutes les fantasmagories de cette nature. Tout le fond du ciel, vers le nord, était en mouvement, quoique la bise fût tombée et que, dans les parages où se trouvait la Miséricorde, il fit calme plat. Les brumes ondulaient comme agitées par des souffles immatériels. Soudain, elles s'écartèrent et, dans l'entre-deux, doucement, lentement, une svelte lumière blanche commença de surgir, longue et pâle, semblable à l'épanouissement d'une fleur céleste dans la solitude endormie des eaux. Puis, sitôt qu'elle parut avoir atteint le terme de sa croissance,
Du pied de sa tige jaillirent obliquement dans toutes les directions des centaines et des centaines de fleurs pareilles. Je m'étais avancé jusqu'à la pointe du navire. Là, assis sur le gros bout du beaupré, j'admirais en extase. Les brumes continuaient de glisser de part et d'autre comme des rideaux sur des tringles, laissant voir, ainsi qu'en un sanctuaire d'église, l'extraordinaire bouquet de flammes étalé dans toute sa splendeur. Jamais encore mes yeux n'avaient plongé si avant au sein du ciel arctique. C'était comme si, par-delà le firmament réel, se fût dévoilé le grand tabernacle de Dieu, Tabernaculum Dei, ainsi que nous déclinions au petit séminaire, dans la classe du père Brouster. Je me crus transporté au seuil même du paradis, au pied des trônes et des dominations. Il me fut donné, en cette heure inoubliable, à moi, pauvre sacristain de rencontre, à bord d'un Islandais, il me fut donné de voir une merveille que le pape en personne n'a sans doute jamais contemplée. Les fleurs de lumière brillaient d'un éclat de plus en plus intense. Mais c'est ici le plus surprenant. Celle qui avait poussé tout d'abord, se détachant tout à coup du milieu des autres, s'enleva dans le ciel, y flotta quelques instants, suspendue, puis s'évanouit par je ne sais quelle ouverture mystérieuse vers le pôle. Et les autres immédiatement s'inclinèrent comme fanés, s'éteignirent, et, à la place de la gerbe miraculeuse, il ne resta plus dans l'entrebâillement des brumes qu'une clarté diffuse, lointaine, une clarté pâle, couleur de lait. Instinctivement, j'avais joint les mains, et mes lèvres, d'elles-mêmes, s'étaient mises à prier. Vous est-il arrivé de pénétrer dans une église bretonne la nuit du samedi saint, veille de Pâques? À l'extrémité d'un des bas-côtés, des femmes dévotieuses ont dressé ce qu'on nomme le tombeau. Ce tombeau, on ne le voit point. Les draperies funèbres le masquent, mais Christ est là. Les fidèles, prosternés, adorent sa présence derrière ses voiles, et ils contemplent en esprit son cadavre divin que les trois Maries embaumèrent. Toute la nuit ils le pleurent en silence, ou l'invoquent en des prières pareilles à des lamentations. L'aube cependant teinte les vitraux, alors il se fait une grande attente. C'est l'heure où la Madeleine se rendit au sépulcre, le matin étant obscur encore, s'aperçut que la pierre en était ôtée et constata qu'il était vide. Les draperies s'écartent, un prêtre apparaît en surplis tel que l'homme blanc de l'Évangile. Il prononce les paroles sacramentelles, l'église tressaille, et de toutes les bouches s'échappe l'hymne d'allégresse. Christ est ressuscité. Peut-être ne saisissez-vous point le rapport, mais ou je me trompe fort, ou j'ai assisté, ce matin-là, dans le décor du ciel d'Islande, à je ne sais quelle figuration grandiose du mystère de la résurrection. Un moment, je crus entendre au loin des chœurs invisibles. Il y avait dans l'espace un calme immense, un recueillement infini. Les ombres, reculées vers l'ouest, se tassaient peu à peu, ne formaient plus à l'horizon qu'une barre lourde d'un gris violacé. Dans la partie opposée du firmament s'entr'ouvrait un œil étrange, une prunelle fixe et comme engourdie encore par un magnétique sommeil. C'était l'astre polaire, ni soleil, ni lune, dardant sur les fjords son premier rayon. Je lui trouvai un air de solennité que je ne lui connaissais pas et qui m'impressionna. Un cercle bleuâtre l'entourait, lui faisait une couronne, une auréole. Il n'avait certainement pas sa figure de tous les jours. Il est vrai que je ne l'avais jamais tant regardé en face. Le pêcheur de morues vit, courbé sur la mer, comme le paysan sur le sillon. Il n'est attentif qu'à sa ligne et aux poissons qui passent, le ventre à demi retourné dans la transparence des eaux profondes. Même aujourd'hui, quand j'essaie de me représenter le soleil hyperboréen, je ne puis m'empêcher de le voir tel qu'il était à cette date du 15 avril. Je le saluai presque religieusement et je lui dis, à part moi, on prétend que tu es le même qui baigne d'effluves si tièdes le printemps de Bretagne. Nos chanteurs te nomment le soleil béni. Tu couves les semences et tu fais éclater les bourgeons. Tu échauffes la pierre des seuils afin que les aïeuls vénérables aient plaisir à s'y asseoir pour deviser entre elles de leurs fils absents.
c'est un dicton chez nous qu'il n'y a point de Pâques heureuses sans toi. Luis sur les nôtres en ces parages d'exil, et sois-nous clément. Déjà sur pied, Jean René fit à ce moment derrière moi le capitaine Guyader, dont la tête, velue comme un mufle de fauve, venait d'apparaître hors du rouf. Il dégagea ses vastes épaules et me rejoignit sur le pont. C'est étonnant, observa-t-il, il fait presque doux, la bise amollit, les vents sont en train d'obliquer vers le sud. Ne trouves-tu pas qu'on respire comme un air de France? Je répondis en riant, oui, ça sent l'odeur de chez nous, l'odeur des crêpes de froment. Nous nous mîmes à aller et à venir le long du bordage, en devisant du pays. Depuis quand, me demanda le capitaine, n'as-tu pas vu les fêtes de Pâques en Armor? J'en étais à ma 12e année de pêche et, par conséquent, de Pâques blanches, comme nous disons. Cela commence à compter, prononça-t-il, mais je suis encore ton aîné de campagne. Il était du village de Perros-Hamon, à une demi-lieue de Paimpol. Un gars solide, s'il en fut, un type d'Hercule de la mer. Il avait parfois des brouées soudaines, des colères sauvages et terribles, comme de brusques coups de vent. Mais cela ne durait pas, et ses yeux gris se rassérénaient aussi vite, redevenaient clairs et bons comme un ciel nettoyé. Car c'était, au fond, le meilleur des hommes. Et, dans ce grand corps, d'aspect si farouche, il y avait une âme presque enfantine, un cœur chaud, prompt à s'attendrir. Il me confessa, ce matin-là, qu'il ne voyait jamais sans tristesse approcher le temps pascal. Je ne sais si tu es comme moi, Jean René. C'est seulement par des jours pareils que j'ai le sentiment d'être si loin, si perdu. On a beau dire, même pour un marin d'Islande, le grand mât de sa goélette ne remplace pas le clocher de sa paroisse. Toute cette semaine, j'ai eu l'esprit à l'envers. Hier soir, après que vous avez été sortis, vrai, des larmes me sont montées plein les yeux. Il y a une chose surtout à laquelle je ne m'habitue pas à ne plus assister. Dites voir, capitaine. Eh bien, c'est l'enterrement du bon Dieu. C'est une cérémonie qui se pratique, paraît-il, à Paimpol, le soir du vendredi saint. Le catafalque est dressé au milieu de l'église, orné de draperies noires que parsèment de grands pleurs d'argent. Un Christ, en croix, de taille presque humaine, occupe la place du cercueil. Les prêtres entonnent sur lui l'office des morts, comme si réellement il venait d'expirer. L'absoute donnée, le porteur s'avance. Le crucifix est couché sur une civière et le convoi funèbre se met en marche, clergé en tête, tout le peuple suivant. Il y a des vieilles, en coiffes à l'ancienne mode, qui sanglotent désespérément dans leurs mouchoirs. On gagne, au crépuscule, la haute ville. Là, au centre d'un carrefour d'où la vue domine au loin la mer, avec les promontoires et les îles du Goëlo, s'élève un calvaire de bois peint, planté dans un socle de granit en forme d'autel. On dépose le bon Dieu, au pied de cet autel, sur un lit de fleurs du printemps. Puis, la procession redescend la colline en psalmodiant les lamentations du prophète dans le silence de la nuit. Tu ne saurais croire, Jean René, me disait à mi-voix le capitaine, tu ne saurais croire à quel point cela m'a remué le cœur de songer à cette fête et que, cette année encore, elle aura été célébrée sans moi. Du temps que j'étais gamin, nous y accourions en bande de tous les villages de la baie. La vieille église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle ne suffisait pas à contenir les pèlerins. Beaucoup restaient dehors, sous le porche et dans les allées du cimetière, à attendre que le cortège s'ébranlât. C'est là qu'à 12 ans, je fis connaissance d'une fillette du nom de Catherine Manchec, venue avec ses parents de l'anse de Portsmazo, et que le hasard avait fait asseoir à côté de moi, sur la même dalle funéraire. Je ne me doutais guère, alors, qu'elle deviendrait un jour ma femme. Ce fut encore à l'enterrement du bon Dieu que nous nous retrouvâmes, 10 années plus tard, comme je rentrais du service. Il faisait une nuit claire, un ciel de velours. La procession, après avoir stationné au reposoir devant le calvaire, venait de s'engager dans les petites routes étroites qui dévalent vers la ville et qu'on appelle à Paimpol les chemins verts. Pressée entre les talus, la foule par moments avait comme des remous. Durant une de ces poussées, je sentis contre mon dos la douceur d'une poitrine tiède. Je me retourne, c'était elle, Catherine Manchec. Je l'avais revue dans l'intervalle à 5 ou 6 reprises, mais à distance et sans lui parler. Cette fois, je lui adressai quelques propos. Elle me répondit
tout en continuant de rouler les grains de son chapelet, des mots brefs entre deux Ave Maria. Son haleine me parut aussi fraîche que l'odeur des aubépines qui bordaient le sentier. Je ne pénétrai point à sa suite dans l'église par crainte de la gêner dans ses dévotions, mais je me postai près de la grille pour la guetter à la sortie, et malgré qu'elle en eût, je l'accompagnai un bon bout de route, elle et ses amis, dans la direction de Porz Mazo. La semaine d'après, nous étions fiancés. J'ai essuyé plus d'un coup de mer depuis lors, mais il y a comme cela des choses, n'est-ce pas, qui ne s'effacent jamais. Tandis que nous bavardions ainsi, le capitaine et moi, sur le pont de la Miséricorde, tout englué d'entrailles de morue, le pâle jour d'Islande envahissait lentement le ciel et dessinait autour de l'étendue encore sombre des eaux comme un grand cercle de blancheur. Le halo bleuâtre du soleil s'était évanoui. L'astre se montrait maintenant tel qu'une immense lune rouge. Dans la clarté lointaine pointaient çà et là des mâtures de navires mouillés, comme nous, au large de Faxafiord. La veille, on eût vainement cherché à en apercevoir un seul, noyés qu'ils étaient dans l'étoupe grise des brumes. À présent, au contraire, on les distinguait quasi nettement, sans être obligé de se forcer les yeux. Vous eussiez dit une ligne de clochers. Ça me faisait penser aux flèches fines de notre pays de Trégor, qu'à mes retours de campagne j'avais sitôt fait de reconnaître bien avant que la terre fût visible. Et là-bas, vers l'est, l'île aussi apparaissait, ou du moins son fantôme. Cela ne lui arrive pas tous les jours, ni même tous les mois. Si je vous affirmais qu'une année, nous ne pûmes saluer son museau de glace de toute la saison. Les vieux loups d'Islande racontent sur elle, aux novices, les histoires les plus saugrenues. Ils leur donnent à croire, par exemple, qu'elle est la grand-mère des baleines. Baleine elle-même, démesurée, qu'elle a l'humeur voyageuse, et que, comme tous les monstres de son espèce, elle aime à changer d'eau. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de terre plus capricieuse. Un soir, elle semble toute voisine, on la toucherait presque, et le lendemain, froute, elle s'est éclipsée. Ce matin-là, elle avait l'air de flotter, paisible, sur la mer, pareille à une ville de marbre aux remparts abrupts, dominée par de hautes et vastes coupoles qui étincelaient. Mais, fit brusquement le capitaine, après avoir regardé l'heure à son chronomètre, est-ce qu'ils comptent passer leur dimanche de Pâques au lit, ceux de là-dessous? Attends voir, je vais te leur carillonner le premier son de la messe. Il se précipita vers la cloche, suspendue à l'avant, entre deux montants de fer et toute rongée de vert-de-gris. Drelin, din, 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 drelin, din. Elle n'avait pas la grosse voix du bourdon de Tréguier, la cloche de la Miséricorde. Mais ça ne l'empêchait pas, à l'occasion, de faire, ma foi, un joli vacarme. Ah, les bonnes têtes ahuries qui se succédèrent dans l'écoutille. Qu'est-ce qu'il y a, Kerello? Qu'est-ce qu'il y a? Le capitaine s'interrompit pour leur crier: il y a que c'est Pâques, tas de fainéants. Puis il se remit à sonner de plus belle. Et c'était comme une averse de petites notes grêles et aiguës dont les vibrations allaient s'élargissant au loin dans le silence glacé des solitudes. Fin de la section 1. Moins d'une heure plus tard, tout était prêt pour l'office. Sur le pont, lavé à grande eau, ne traînait plus un seul débris de poisson. Une de nos voiles de rechange, en forte toile grise toute neuve, et qui voyait pour la première fois le jour des fjords, fut étalée sur la plate-forme du Roof en guise de nappe d'autel. Les garcettes à prendre des ris figuraient assez bien les franges. Nous plaçâmes dessus la Notre-Dame de Bonne-Nouvelle en faïence coloriée qui ornait la cabine du capitaine, et un vieux Saint-Yves en bois taillé à coups de couteau, tout enfumé par un séjour de plusieurs années dans la chambre de l'équipage. Un de nous, un nommé Garandel, du bourg de Trézény, se souvint fort à propos que sa mère ne manquait jamais de glisser dans le fond de son coffre, sous les hardes, un rameau de buis bénit, destiné à le préserver de tout malheur. Il l'alla quérir et le cloua, en arrière du Roof, au tronc du grand mât. C'était maigre comme verdure, ce pauvre brin de plante à demi desséché, mais, tout de même, cela vous égayait l'œil, vous faisait chaud à l'âme.
suffisait à évoquer dans le morne paysage polaire toute la douceur du printemps breton. Nous nous sentîmes le cœur embaumé par ce buis. Avouez qu'elles ne sont pas si bêtes, les idées de ma brave femme de mère, disait Garandel. Les préparatifs terminés, le capitaine enjoignit au mousse de se tenir à l'avant, près de la cloche. Tu sonneras quand je te ferai signe, au moment du sanctus. Moi, j'étais à mon poste, en face de l'autel, qui ne m'arrivait guère qu'à mi-cuisse. Le grand mât, avec sa vergue en travers, formait dans le ciel une croix immense, où les haubans s'appuyaient ainsi que des échelles. La Miséricorde oscillait doucement d'un mouvement très léger, très souple, inclinant de droite à gauche, de gauche à droite, les statues de la Vierge paimpolaise et du Saint Trégorois. Nul bruit, sauf le petit chuchotement du clapotis sur l'étrave. Entre les cordages, on voyait s'enfler et décroître les ondulations d'une houle sans fin, d'un bleu d'acier. Les hommes se rangèrent en cercle autour de moi. Ils avaient revêtu pour la circonstance leurs tricots les plus propres et des pantalons frais. Il se fut agi d'aller à la messe de paroisse que leur mise n'eût pas été plus décente. Seuls les gros cache-nez de couleur vive noués sur la gorge et les vestes de bure jetées sur l'épaule en guise de pardessus avertissaient du voisinage des pays arctiques. « Quand tu voudras, Jean-René, prononça le capitaine. Je soulevai mon bonnet de fourrure aux trois quarts pelé et je commençai le signe de la croix. En anno antad agarmab arar speret santel. Ailleurs, la scène eût peut-être passé pour drôle, et j'aurais probablement fait l'effet d'un singulier curé. Mais là, sur cette goélette solitaire, dans l'infini silence et le vide infini, il n'eût pas été du métier celui qui aurait eu le cœur de rire. Pour nous, en vérité, nous n'y pensions guère. J'étais très grave et, s'il faut l'avouer, un peu ému, comme du reste chaque fois qu'il m'est arrivé d'officier de la sorte. Il y a toujours eu en moi, depuis mon temps de petit séminaire, un prêtre manqué. Les autres aussi se comportaient d'une façon fort pieuse. D'aucuns avaient retrouvé dans les poches de leur harde des dimanches un chapelet oublié là de l'automne précédent, et ils l'avaient sorti. Et ce fut au milieu d'un recueillement profond que j'entamai la série des oraisons bretonnes. Les camarades qui, debout, arc-boutés sur leurs jambes, qui, adossés au bastingage, donnaient les réponses. Leurs grosses voix, rauques et traînantes, éveillaient, dans les creux sonores de l'espace, de longs bruits étranges, des échos inusités, comme si là-bas, tout au loin, un peuple d'équipages invisibles se fût mis à prier avec nous. Et cela même ne fut pas sans nous causer d'abord quelque malaise. Vous savez ce qu'on dit. Lorsqu'on prie tout haut, à Islande, les âmes des perdus, errantes dans ces parages, vous répondent. J'ai souvent ouï conter au père Loll de la Marguerite qu'une nuit que, pour se désennuyer, il avait imaginé de se réciter tout en pêchant son paternoster. Des voix s'élevèrent du fond des eaux, répétant après lui chacune de ses paroles. De surprise et aussi de frayeur, il se tut. Alors il y eut au-dessous de lui, dans la mer, comme un grand sanglot, et une voix murmura, plaintive, « Si tu étais allé jusqu'au libera nos a malo, tu nous aurais tous délivrés. » À bord de la Miséricorde, ce jour-là, nous avons dû délivrer plus d'une âme défunte d'Islandais, car nous allâmes jusqu'au bout de notre oraison. Après la récitation des prières, vint la lecture de la messe. Je lisais dans un vieux paroissien, ou, pour parler plus justement, un eucologe, très volumineux, à couverture de basane, avec fermoir de cuivre, dont M. Bléaz, recteur de Plouguiel, m'avait fait don l'année où je partis pour le collège. Toutes mes campagnes, il les a faites, avec moi, le cher vieux livre, et plus d'une fois nous avons failli sombrer ensemble. Je l'ai encore, je vous le montrerai. Les dates importantes de ma vie y sont inscrites sur le feuillet de garde, avec des réflexions à ma manière. Vous verrez que le dimanche de Pâques en question n'y est point oublié, et même que les dernières paroles de mon frère. Mais n'anticipons pas. Quand je fus au Sanctus, le capitaine fit un signe au mousse et commanda aux hommes. « Hoaran daoulin, potred ! À genoux, les gars !» Nous restâmes dans cette posture une minute ou deux, la tête inclinée, en silence, écoutant tinter la clochette et fermant les yeux pour revoir en esprit l'église du bourg natal, l'autel paré de branchages et de fleurs, les chasubles des prêtres brodés d'or, et, dans la nef, sur les nuques penchées des femmes,
les hautes coiffes de dentelle blanche, semblables à un grand vol de goéland. Je n'eus pas plutôt achevé l'item issa est que le capitaine me dit: ce n'est pas tout ça, Jean René. Il n'y a pas de grand'messe sans un peu de chant. Oui, oui, s'écrièrent les autres, il faut que tu chantes. Dès l'âge de ma première communion, j'avais été réputé pour ma voix, et ce fut à cause d'elle que dom bléaz, recteur de plouguiel, m'attacha d'abord à lui comme un enfant de chœur, puis en vint à rêver pour moi les gloires du sacerdoce. Plus mûr, la poitrine élargie par les souffles immenses de la mer, vous eussiez juré que je portais en moi tout un registre d'orgue. Un jour, du temps que je naviguais à l'état sur la Melpomène, nous fûmes assaillis en vue de Bourbon par une trombe épouvantable. Ça sifflait, hurlait, beuglait, à charivari de tous les démons. J'étais dans les hunes avec les gabiers en train de carguer la toile. Hein, Kerello, voilà des poumons qui dégotent les tiens, me cria dans l'oreille mon voisin de vergue. Je ne répondis point, mais, rassemblant toute ma voix, je lançai à gorge éperdue Heun doué epken adori. Note. Un seul Dieu tu adoreras. Fin de note. Il n'y a pas, que je sache, d'air plus ample et plus majestueux. Tant que dura la manœuvre, je chantais. Superbe, me dit le commandant quand je descendis de la mâture. Même d'en bas, ils avaient tous saisi. J'avais triomphé du sabbat des vents et de la mer. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que presque aussitôt, la bourrasque, dépitée sans doute, rebroussa chemin. À Islande, il m'arrivait rarement de chanter. Je vous en ai dit la raison. Au milieu de ces grands silences polaires, on a comme peur de sa propre voix. Et puis, beaucoup prétendent que cela porte malheur, qu'on attire la mort. Ceux de m'aborder, au moment de nous affaler sur nos couettes, me suppliaient souvent: Jean René, dis une chanson de chez nous qui nous fasse, en dormant, rêver du pays. Je cédais quelquefois et, avant de dégringoler moi-même dans le puits des songes, je leur fredonnais la saône des filles de Lannion ou la complainte des Gouémoniers. Mais chanter dehors, sur le pont, à pleine voix, je me tournai vers mon frère comme pour lui demander conseil. Il était assis sur le plat-bord, les jambes pendantes, cramponné d'une main à la drisse du grand mât. Dans le branle-bas de la matinée, je n'avais guère eu le loisir de faire attention à lui. Sa pâleur me frappa. Sous la mince couche de hâle qui recouvrait ses traits jeunes, il avait la mine verdâtre d'un noyé. Une angoisse me prit. Et sans doute la lut-il dans mes yeux, car, raidissant sa taille courbée, il se mit à rire et dit avec enjouement: voyons, ne te fais pas prier, Jean René, puisque pourtant c'est Pâques, tu nous dois au moins un Alléluia. Ses joues, en parlant, s'étaient colorées. Les autres firent chorus avec lui: c'est ça, oui, un Alléluia. Tiens, continua Guillaume, il y a un cantique de Pâques, c'est en latin, et je ne sais plus par quel mot cela commence. Mais, si tu te rappelles, on nous racontait, quand j'étais petit, que c'étaient les anges qui l'avaient inventé, et que, durant tout le temps qu'on mettait à le chanter, il y avait trêve pour toutes les douleurs, en ce monde-ci et dans l'autre, même pour celles des damnés. Tu veux dire l'ophilie et filiae? Précisément, vas-y, Jean René, lance-nous ça de la belle manière, qu'on t'entende si possible jusque là-bas, ça leur fera plaisir, comme à nous. Il montrait les silhouettes lointaines des navires de pêche, mouillés à l'horizon. Oui, appuya le capitaine, fais honneur à la miséricorde. J'oubliai tous mes scrupules, et, debout sur un rouleau de filin, j'entonnai l'hymne puissant et doux de la résurrection. Ma voix monta, extraordinairement vibrante, dans l'air quasi vierge de ces régions vouées à un silence éternel. La plupart des camarades, mon frère lui-même, s'étaient mis, dès les premières notes, à m'accompagner en sourdine. Peu à peu, je m'exaltais, je me sentais comme soulevé par des ailes dans l'espace. Une sorte d'ivresse me gagnait. C'était comme si toutes les musiques de Pâques eussent chanté en moi. J'en étais à ce passage: Vide Thomas, vide Latus. Vous verrez, il est marqué d'une croix dans mon livre. Tout à coup, un cri vers tribord, un cri que j'entends encore, après 19 ans: Jean René, ton frère qui perd son sang. Malheur de Dieu! Je ne fis qu'un bond jusqu'à Guillaume. Il était toujours accroupi sur le bordage, mais il avait lâché la drisse, et,
de chaque côté un pêcheur le soutenait par l'aisselle. On voyait sous son tricot se gonfler des espèces de vagues qui s'échappaient en flots de sang par ses narines et par ses lèvres. Ses genoux, ses bottes en étaient inondés. Il y avait sur le pont une flaque rouge, comme si l'on eût éventré une cinquantaine de morues à cette place. J'allais le saisir à bras-le-corps pour l'emporter je ne sais où, ailleurs, dans la pensée que cela le soulagerait. Il m'écarta du geste, murmura entre deux vomissements: laisse, laisse, il faut que ça sorte. Nous nous étions tous serrés en groupe en face de lui, aussi livides que lui-même, et nous restions là, hébétés, sans une parole, à le regarder. Je cherchais des yeux le capitaine. Il était précipitamment descendu à la cabine et reparut tenant un verre à demi plein d'une liqueur foncée. Si tu pouvais avaler ça, Guillaume, ça te remettrait le cœur. C'est du tafia, du vrai. Mon frère étendit la main, mais il tremblait trop. Versez-le-moi dans la bouche, fit-il. On dut attendre que les hoquets fussent moins fréquents. Quand le breuvage eut passé, il dit, avec un soupir d'aise: ça va mieux. C'est comme si j'avais bu du soleil des îles. Il s'essuya la figure du revers de sa manche pour enlever les caillots qui poissaient les boucles frisées de sa barbe, et prononça, d'un ton moitié comique, moitié navré: il a tout de même un sale goût, le sang de l'homme. Je lui demandai: tu ne veux pas te coucher? Si bien, répondit-il, vous finirez la fête sans moi, je ne vaux pas 2 sous. Il sera mieux dans ma cabine, intervint le capitaine. Il y a un cadre et un matelas qui ne servent à personne. Conduis-le, Jean-René. Guillaume déclara qu'il n'avait pas besoin d'aide. Il était comme honteux de ce qui lui arrivait, de se sentir faible presque autant qu'une femme au milieu de tous ces gaillards robustes, forts comme des arbres, dont les physionomies marquaient, devant sa souffrance, une pitié mêlée de stupeur. Il se raidit pour traverser le groupe, mais ses jambes chancelaient sous lui, et le balancement du navire le faisait tituber ainsi qu'un homme ivre. Quand nous fûmes seuls dans la cabine, sa première parole fut: faut-il que je sois chif? J'eus toutes les peines du monde à lui tirer ses bottes. Il avait les pieds enflés. Une fois sur le dos, il feignit de plaisanter: on n'est pas mal du tout ici, un lit de riche, mon cher, de la laine cardée. C'est si moelleux que ça vous donne sommeil. Je vais rêver que je suis capitaine. Je pliai sa veste en 4 et la glissai sous sa tête en guise d'oreiller. Puis je le drapai dans une couverture. L'installation terminée, il me dit: tu sais, Jean-René, j'entends qu'on ne s'occupe pas de moi davantage. Remonte là-haut et amuse-toi. Mais si les vomissements te reprennent? Ne crains rien, j'appellerai. Comme je mettais le pied sur l'échelle, il me cria: tu me diras si l'andouille est bonne, il y en a une dans le frichti. 4. Le capitaine avait donné des ordres au mousse dès la veille pour que le repas fût digne de la fête qu'on célébrait. Je trouvai les camarades en train de casser le biscuit dans les assiettes d'étain, car on devait commencer par de la soupe d'oing si chère aux estomacs bretons. Tout le monde en parlait depuis le matin de cette soupe, et du rata de pommes de terre au lard, et de l'andouille surtout. Une andouille superbe, mes amis, avait annoncé le capitaine, du pays de Guingamp où on les fait si drues. C'est chose rare qu'une bombance à Islande. À l'ordinaire, on mange n'importe quoi, chacun dans son coin, le plus souvent sans s'interrompre de pêcher. Une croûte, un morceau de salaison, une gorgée d'eau qu'on va boire à la tonne, c'est tout le menu. Aussi exultions-nous par avance à l'idée du régal promis, de cette agape pascale faite en commun et que rien ne nous empêcherait de prolonger à plaisir, en propos d'hommes gais, la pipe à la bouche, en histoires de toutes sortes, en chansons. Et même, au cours de la messe, plus d'un avait dû être distrait dans ses dévotions par les odeurs venues de la cambuse, par les gros flocons de fumée noire qu'elle exhalait à plein tuyau vers le ciel. Au pays d'exil, dans ces mers tristes, il n'est point de petites joies. Mais moi, la mienne était maintenant gâtée. L'accident arrivé à mon frère d'une manière si brusque m'avait bouleversé tout l'être. J'étais moulu comme si j'avais fait une chute du haut de la mâture. Rien ne me disait plus. J'allais cependant prendre ma place parmi les autres. Ils s'étaient rassemblés sur l'arrière, où une voile, jetée en travers par-dessus le gui d'artimon, avait été arrangée en forme de tente.
eux non plus ne se sentaient pas l'esprit très gaillard. Je vis à leurs yeux qu'ils étaient préoccupés, inquiets. Comment va-t-il, Jean René? S'informa le capitaine. Il a meilleure mine, il ne se plaint pas. Son seul désir est que sa maladie ne vous trouble point. Il m'a défendu de rester auprès de lui et prétend n'avoir besoin que de repos. Moi, énonça Garandel, je suis persuadé qu'il en réchappera. C'est à souhaiter pour lui et pour nous, fit Désiré Kerneur, un ancien Terre-Neuvas, que nous avions surnommé le vieux flétan. Il ne s'expliqua pas davantage, mais nous l'entendîmes tous à demi-mot. Cela signifiait que si mon frère venait à trépasser au cours de la campagne, ce serait un mauvais sort jeté sur la miséricorde. Le malheur est comme les rats, il suffit d'un seul pour qu'il en éclose bientôt une nichée, et, quand un Islandais décède sur les lieux de pêche, c'est une tradition que toute sa bordée ne tarde pas à le suivre. J'ai vu le fait se produire. 10 hommes fauchés en 3 jours. Il en restait un de la série, le 11e. La mort paraissait vouloir l'épargner, mais, affolé, il alla de lui-même au-devant d'elle et, pour couper court à ses angoisses, se laissa couler dans la mer. Que Dieu lui fasse paix. Le mousse avait trempé la soupe. Chacun se mit à manger, assis sous l'abri de toile, les jambes croisées à la façon des tailleurs. Et peu à peu, les visages s'éclaircirent. Le capitaine ayant fait circuler une bouteille d'eau-de-vie, les idées noires commencèrent à se dissiper. On but à la santé de Guillaume. Garandel dit: « Je suis d'avis qu'on lui garde sa part du fricot. Vous verrez que le gars va se réveiller avec la faim. Ah, que non, qui ne l'a pas pêché, sa dernière morue. Croyez-moi, ne soyons en peine de rien et laissons porter vent arrière. » C'était un gai matelot que ce Garandel. Il avait une figure rose comme une jeune fille et des yeux bleus aussi doux que ceux d'un enfant. Il passait pour être un peu court d'esprit, mais nous n'en étions que plus gentils avec lui, car la présence d'un innocent porte bonheur, et ils ont, dit-on, une divination des choses refusées au commun des mortels. Sa confiance nous gagna tous. Il parlait avec une telle certitude que nous nous sentîmes rassurés. L'apparition de l'andouille dans un nuage de fumée odorante contribua encore à rendre à l'équipage sa belle humeur. Elle fut saluée d'un triple hurrah. Adieu les craintes, adieu les soucis. À respirer le parfum poivré de ce mets de chez nous, toute notre allégresse nous revint. L'Islande même, Seigneur, que nous en étions loin. Voici que nous nous imaginions attablés à quelque festin de pardon sur la côte d'Armor, en avril, après Carême, alors qu'aux poutres des granges, dans les fermes, pendent les cadavres sans tête des porcs fraîchement tués. Les ménagères, les filles de la maison, vont et viennent, le rebord de leurs jupes retroussées par devant sous le tablier. Les jouvenceaux, en bras de chemise, font leur office des chansons. Nous revîmes tout cela par la pensée. La grand-voile, tendue sur le gui, ajoutait à l'illusion, nous rappelait la tente qu'on dresse en plein air dans le champ le plus voisin du logis, pour servir de salle de banquet. Il n'était pas jusqu'au ciel lui-même, jusqu'au pâle ciel du septentrion, qui ne se fût paré pour la circonstance d'un éclat inaccoutumé. La mer faisait un bruit léger, intermittent, comme un souffle de brise, l'été dans les feuilles. On causait avec animation maintenant, et, naturellement, la conversation roulait sur le pays. Les gens mariés plaisantèrent les garçons sur leurs bonnes amies. On arrangea des noces pour le retour, en septembre. Cependant, on buvait ferme. L'andouille avait excité les soifs, et le capitaine ne cessait de répéter: « Pâques n'arrive qu'une fois l'an, il faut se réjouir comme de vrais chrétiens. » Il prêchait d'exemple, et les autres ne se faisaient pas prier pour l'imiter. Le nombre fut grand des bouteilles qu'on vida de la sorte. Brunes fioles de vin de France, achetées à Bordeaux en y allant chercher du sel. Une ivresse lente se répandait de proche en proche. Chez plusieurs, les yeux devenaient petits et brillants. Un saleur, qui avait été à la guerre de Chine et qui en reparlait constamment dès qu'il était gris, entreprit de nous raconter des histoires biscornues sur une jeune fille de là-bas dont le souvenir le hantait. Mais il bredouillait, la langue épaissie. On avait fait silence, soi-disant pour l'écouter, en réalité parce que nous avions épuisé d'un coup tous les sujets d'entretien. Ça ne dure jamais longtemps, une causerie d'Islandais, même un jour de fête. Chacun s'abandonnait à une songerie vague où passaient des images d'ailleurs, des choses de Bretagne, des arbres, des clochers, des toits moussus, des figures d'enfants et de femmes. Seul le saleur s'obstinait dans son récit auquel il n'y avait plus que lui à s'intéresser. La fumée des pipes ondulait comme un brouillard. J'avais bu presque autant que les camarades,
mais j'avais gardé la tête libre. De temps à autre, je tendais l'oreille du côté de la cabine, guettant un appel, prêt à me lever au premier signe. Or, comme je me retournais ainsi, peut-être pour la 20e fois, voilà que j'aperçus Guillaume, à quelques pas de nous, debout, et qui nous regardait, les mains dans les poches, la jambe droite en avant, l'épaule gauche appuyée au grand mât. Il était très pâle encore, mais son visage était plus calme, plus reposé. Ses lèvres souriaient, il semblait qu'il y eût une légère moquerie dans son sourire. Sa belle barbe blonde, aux frisures fines, rayonnait sur son tricot de laine bleue dans la clarté de cette pure après-midi polaire. Il avait dû la nettoyer avec soin, car il n'y restait plus trace de sang figé. Vous pensez si je poussais une exclamation joyeuse en le montrant du doigt à mes compagnons. Garandel avait raison, fit le capitaine. Hurrah pour Garandel! Tous, ils voyaient mon frère comme moi-même, distinctement. Le vieux flétan lui cria de sa voix bourrue. Eh bien, est-ce que tu vas demeurer planté là? Qu'est-ce que tu attends? Et Garandel ajouta. Sans moi, tu sais, tu te serais brossé le ventre. Mais j'ai exigé qu'on te réserve ta part. Viens donc. Lui, cependant, ne bougeait pas, continuait à fixer sur nous ses prunelles, couleur d'eau sombre, et à sourire d'un air bizarre. Est-ce qu'il va longtemps se ficher de nous? Grommela le capitaine d'un ton moitié gai, moitié furieux. Si je me dérange pour t'aller chercher, mon gaillard, je te promets. Hervé Guyader avait le geste aussi prompt que la parole. Déjà, il marchait vers mon frère, en balançant son grand corps un peu alourdi par la boisson. Sa carrure puissante nous masquait Guillaume. Quelqu'un dit « Gageons qu'il va le prendre dans ses bras, comme un moussaillon ». Nous nous apprêtions à rendre à mon frère nargue pour nargue, mais l'envie nous en passa vite. Le capitaine n'avait pas fait 10 pas que, subitement, il s'était arrêté. Nous le vîmes se retourner d'un mouvement brusque. Il était blême. Ses mains tremblaient. C'est à peine s'il eut la force d'articuler « Il n'y a plus de Guillaume, il a disparu !» Et en effet, le pont était désert. Au pied du mât, il n'y avait personne. Nous nous regardâmes les uns les autres, épouvantés. Une sueur perla sur nos faces. Nul de nous ne prononça le mot d'intersigne, mais c'était bien la chose, à n'en pas douter. Le capitaine avait rejoint notre groupe. Il chancelait sur ses jambes. La poigne invisible de la peur serrait à la gorge ce rude homme, qui, 100 fois, d'un cœur impassible, avait bravé les pires morts. « Jean René, murmura-t-il à voix basse, d'un ton presque suppliant, c'est à toi d'aller voir. Ceci n'est pas naturel, il vaut mieux que ce soit toi. Tu comprends? C'est ton frère. » Comment je parvins jusqu'à la cabine, comment j'y descendis sans me rompre le cou, dans quel état d'esprit j'étais à cette minute affreuse de ma vie, je ne saurais vous le dire. Il y a là comme un trou dans ma mémoire. Je me souviens seulement que ma tête sonnait ainsi qu'une enclume où 2 forgerons battent le fer. Je fus quelque temps avant d'y voir clair dans l'étroit logis au sortir de la lumière du dehors. Enfin, je distinguai la forme de mon frère. Il me tournait le dos, le visage contre la cloison du navire. Je me mis à genoux près du lit et je l'appelai doucement. « Guillaume, Guillaume !» Étendre la main, le toucher, je ne l'osais pas, de crainte de le sentir raidi, glacé peut-être. Oh, cette angoisse, cette oppression! Je haussai la voix. « Guillaume, au nom de Dieu !» Un gémissement faible me répondit. Il vivait encore. Je vis qu'il essayait de changer de côté. Je me penchai à l'intérieur de la couchette pour lui venir en aide. Les vomissements avaient dû le reprendre car, lorsque je me reculai, mes bras étaient couverts de sang et tout le matelas en était souillé. Hélas, mon pauvre frère n'était plus que l'ombre de lui-même. La mort le travaillait en dedans. Une couple d'heures avait suffi pour vider sinistrement ce corps jeune que j'avais connu si beau, si souple et comme doré par les soleils des mers chaudes avant les funestes jours d'Islande. Des flots de larmes me gonflèrent les paupières, mais je les retenais de couler. « Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Lommic, lui demandai-je, en lui donnant le diminutif tendre par lequel notre mère avait coutume de le désigner. Ses yeux allèrent à la bouteille de tafia que le capitaine avait laissée sur la table. Je lui en versai quelques gouttes entre les lèvres. Il poussa un soupir de soulagement et, m'attirant à lui, « Sur le pont, balbutia-t-il, je veux de l'air, j'étouffe ici. »
Je ne fis qu'un saut à l'échelle et je criai par l'écoutille: ohé, vous autres, un coup de main, s'il vous plaît. Ils accoururent tous. J'expliquai la chose au capitaine. C'est bien, dit-il, ne le contrarions point, il n'y a qu'à le hisser, matelas et tout. Avec ton assistance, je m'en charge. Il avait recouvré sa présence d'esprit, il commandait comme à la manœuvre. Je n'avais qu'une terreur, me confia-t-il à l'oreille, j'étais convaincu que tu allais le trouver mort. Il n'en vaut guère mieux, répondis-je. Cet Hercule de Guyader n'avait pas seulement la force, il avait aussi la dextérité. Le déménagement fut accompli en un clin d'œil, tranquillement, sans un accroc, sans une secousse. Nous transportâmes le malade sur l'arrière, à l'endroit où, peu d'instants auparavant, nous avions été troublés de façon si étrange, par une apparition de lui qui n'était que son fantôme. Le mousse achevait de ramasser les débris du repas, de balayer la cendre des pipes, de nettoyer sous les chiqueurs. Je m'accroupis sur les planches auprès de Guillaume. Les autres s'écartèrent, firent mine de s'en aller flâner le long des bordages pour me laisser seul avec lui. Il respirait plus librement et, la bouche entr'ouverte, semblait boire l'air avec avidité. C'était déjà l'heure du soir en ces pays d'extrême nord, si lents à s'éclairer, mais qui gardent aussi, jusque dans leur crépuscule, un rayonnement mystérieux. Le ciel avait revêtu des teintes violettes. La silhouette du navire agrandi se prolongeait à notre droite sur la mer. Le vent fraîchissait et des formes de nuages commençaient à se mouvoir sur les lointains assombris. Je tenais une des mains de mon frère. Elle était chaude et moite. Il regardait au-dessus de lui fixement, comme si là-haut, dans les profondeurs désertes du firmament, il se fût passé quelque chose de visible pour lui seul. Soudain ses yeux brillèrent, il murmura: Jean René, des oiseaux. Un vol de points noirs arrivait sur nous, en effet, venant du couchant, de la partie la plus éclairée du ciel. Des mergues, sans doute, ou encore des bruants des neiges. Ils jetaient de petits cris monotones, pareils à des vagissements de nouveau-nés. Quelques-uns les plus las se posèrent un instant sur les quais de Misaine, puis reprirent leur chemin vers le pôle, du côté d'où montait la nuit. Leur vue parut avoir ranimé Guillaume. Il se parlait à lui-même maintenant, se racontait je ne sais quoi, une de ces histoires inintelligibles pour les vivants, où s'absorbent les moribonds aux approches du moment suprême. Brusquement, il interrompit ce colloque intérieur et, me dévisageant avec une expression de tendresse qui ne lui était point coutumière, il articula de sa voix naturelle, presque sans effort: tu n'as pas trop de chagrin, n'est-ce pas, Jean René? J'ai du chagrin de penser que tu souffres. C'est ce qui te trompe, je ne souffre plus. Le mauvais quart d'heure est franchi. Désormais, tout ira bien. Je crus que, réellement, il se sentait mieux, que l'espoir de guérir lui revenait avec la vie. Il me pria de lui laver la figure. Je criai au mousse de m'apporter une écuellée d'eau tiède. Quand ce fut fait, quand j'eus lissé les poils soyeux de sa barbe, il reprit: hé, le capitaine, j'ai 2 mots à lui dire. Hervé Guyader accourut, s'agenouilla et, d'un geste machinal, se découvrit comme au chevet d'un agonisant. Grande fut sa surprise de voir avec quelle aisance calme, un peu lente, mon frère s'exprimait. « J'ai une grâce à vous demander, capitaine. À quelle distance sommes-nous de la terre? À 5000 environ. » Je songeais, il a sans doute l'intention de se faire débarquer, d'entrer en traitement à l'hospice de l'île. Et ce fut aussi, je suppose, l'idée du capitaine, car il s'empressa d'ajouter: nous t'y transporterons si tu le désires. Mais ne crains-tu pas que la traversée dans l'état de faiblesse où tu es? Guillaume sourit doucement. Rassurez-vous, capitaine, dit-il. L'heure est proche où je ne sentirai plus rien, ni tangage, ni roulis. Seulement voilà, il me serait désagréable de m'en aller où vous savez, par le chemin des morues. Et puis, c'est à cause de ma mère. Ce lui sera une consolation dans son deuil de penser que son fils Lommic a, dans un coin d'Islande, son lit de 4 planches et sa tombe. Jean René lui dira où l'on m'aura mis. Elle saura où me situer quand elle récitera les De Profundis du soir.
prions pour l'âme de Guillaume qui est à Reykjawik. Capitaine, promettez-moi que je ne serai pas jeté à la mer, cousu dans le sac des abandonnés. Il avait débité tout cela d'une haleine. Hervé Guyader et moi, nous demeurions comme pétrifiés. Me promettez-vous, capitaine, répéta-t-il. Le capitaine lui serra la main entre les siennes et balbutia: quoi qu'il advienne, oui, par mon plus grand serment, il sera fait selon ton vœu. Et, pour ne pas laisser à son émotion le temps de crever, il se leva précipitamment, s'enfuit. Moi, je n'avais pas été capable de maîtriser mes sanglots. Une marée de navrement me gonflait le cœur. Il fallait que ça débordât. Guillaume, lui, s'était tourné vers l'île, vers la mystérieuse Islande, qui semblait là-bas, du côté de l'est, avec ses glaciers encore blancs dans l'ombre, un immense navire sous voile, le navire fantôme, le purgatoire triste des marins disparus. Lommic, lui dis-je à travers mes larmes, en me penchant sur lui. Ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu ne vas pas t'en aller ainsi. Il resta un moment sans répondre, sa respiration faisait dans sa gorge le bruit du vent dans les cordages. Enfin il put parler. Tu es une espèce de prêtre. Entends mes péchés pour que le recteur de chez nous les apprenne de ta bouche et qu'il m'absolve. Il ferma les yeux et, les mains jointes, se mit à se confesser. Je l'aidai à faire son acte de contrition. Il répétait après moi les mots du catéchisme avec un air de soumission craintive, d'une voix un peu hésitante, comme un enfant. Quand ce fut fini, il soupira. Il était temps, les jambes sont glacées. Je lui proposai de descendre chercher une autre couverture. Il ne voulut pas. De grands frissons le parcouraient, muette haleine de la mort. Il prononça très bas, comme en rêve, le soir de Pâques: n'oublie pas, Jean René. Il s'arrêta épuisé. Ce furent ses dernières paroles. Dans ses yeux dilatés, ses pupilles nageaient comme fondues. Tout à coup, il se dressa sur son séant et tendit les bras comme pour saisir quelque chose. Puis retomba en arrière en poussant un cri sauvage, un cri de bête blessée qui retentit d'un bout du pont à l'autre et s'alla perdre au loin dans le silence épouvanté de la nuit. C'était sa jeunesse, il faut croire. C'étaient ses 25 ans qui s'indignaient de mourir. Deux de ses habituels voisins de pêche m'aidèrent dans sa toilette funèbre. Quand nous l'eûmes mis à nu, son corps nous apparut tatoué de dessins bizarres. Parmi des entrelacs de fleurs des pays chauds, des noms se lisaient, écrits avec des encres diverses, et restés si frais qu'on eût dit que le pointillé datait de la veille. Des noms de femmes étrangères, aimées au hasard des rencontres, durant ces nuits dont il m'entretenait le matin même, les nuits de l'autre côté du monde, les nuits légères, douces comme de la soie. Et voici que cette poitrine de jeune homme, où tant de souvenirs étaient gravés, évoquant des terres si lumineuses, on la coucherait tout à l'heure au pays des glaces, dans la sombre Islande, si loin du vrai soleil, si loin des hamacs de la sieste sous les caroubiers. Le capitaine, qui était descendu consigner le décès sur le livre de bord, remonta portant un paquet de chandelles. Nous traînâmes le matelas au fond de l'espèce de tente improvisée à l'abri de laquelle nous avions dîné quelques heures auparavant, et, après l'avoir recouvert d'un balin, sorte de limousine grossière, de laine blanche, pour dérober les taches de sang qui s'y étalaient, humides encore, nous y couchâmes le cadavre, revêtu de ses habits de pêche et enveloppé dans son ciré des gros temps. Nous n'avions pas de crucifix à lui mettre dans les mains. Si nous y mettions mon bouquet de buis, proposa Garandel. Nous n'avions pas de chandelier, on prit des pommes de terre, on y creusa un trou et l'on y plaça les chandelles dont la longue flamme jaune, protégée du vent par la voilure, promena comme un reflet de vie sur les traits souriants et reposés du mort. Car il souriait, oui, et de ce sourire un peu ironique, déconcertant, que nous avions vu tantôt à son intersigne, au pied du grand mât. Désiré Kerneur ne put se retenir d'en faire l'observation, et, comme tantôt aussi, sa barbe, sa jolie barbe de blondin frisé, brillait d'un éclat doré sous la lumière. Avec sa mine dédaigneuse, il avait un air de nous dire: en vérité, vous êtes des sots de me plaindre. J'en ai fini avec votre métier de chien, avec vos misères farouches, avec vos exils forcés où les joies mêmes sont tristes.
Je n'ai plus souci ni des fantaisies de la morue, ni de celles de la mer. Je suis au port. Pour rien au monde, je n'échangerais mon destin contre le vôtre. Derrière lui, un peu au-dessus de sa tête pâle, dans l'ombre, la roue du gouvernail, abandonnée à elle-même, oscillait faiblement à droite et à gauche, au gré des ondulations paisibles de la houle. Un de l'équipage jeta dans le silence: sur 22 que nous étions hier, celui-ci est fixé. Savoir quel genre de trépas nous est réservé à nous autres. Le capitaine répondit: la volonté de Dieu est grande. Puis, m'interpellant: ta besogne de sacriste aura été dure aujourd'hui, Jean-René. Il convient cependant que ce soit toi qui dises les prières des morts. Nous y assisterons tous. Après, tu pourras descendre dormir. Les hommes s'arrangeront entre eux pour faire le quart auprès du cadavre, 3 par 3, jusqu'au moment d'appareiller. Oh, capitaine, répliquai-je, il me serait impossible de fermer l'œil. Je passerai la nuit sur le pont. Quelle fut longue et triste cette nuit! De temps à autre, je m'assoupissais malgré moi, vaincu par l'abattement, par la fatigue, et je faisais alors des rêves étranges. Je voyais des chemins ombragés d'arbres inconnus. Au milieu de la chaussée, mon frère était étendu, les coudes repliés sous la nuque. Des femmes le bonjournaient au passage, dans une langue qui n'était ni du latin, ni du français, ni du breton, mais que je comprenais néanmoins. L'une après l'autre, elle lui disait la même phrase qui signifiait: eh bien, beau fainéant, tu n'entends donc pas la messe de Pâques qui sonne? Lui se contentait de sourire, et elles s'en allaient. À leurs oreilles, des diamants étincelaient comme des étoiles. Et voilà qu'il n'y avait plus de chemin, ni d'arbres, mais une plaine de neige, d'une désolation infinie, plantée seulement de croix noires, toutes semblables, et sur lesquelles aucun nom n'était inscrit. J'errais, en compagnie de ma mère, parmi ces croix. Devant chacune, elle me demandait: est-ce celle de l'omic, Jean-René? Et moi, je ne me souvenais plus. Je cherchais, fou d'angoisse, et je ne trouvais pas. 3, 4 fois de suite, j'eus le même cauchemar. Les camarades, m'entendant geindre, me réveillaient. Ne t'endors pas, le froid te prendrait. Ils me tendaient la gourde d'eau-de-vie que le capitaine avait mise à notre disposition. J'y trempais les lèvres, et nous nous remettions à réciter à mi-voix des De Profundis. Les équipes se succédaient de 2 heures en 2 heures pour le quart funèbre. Et rien n'était plus lugubre que ces allées et ces venues, avec le bruit des sabots cloutés aux tiges de cuir, résonnant sur le pont, tandis qu'autour de nous, dans l'espace infini, flottaient les grands silences arctiques, encore plus mystérieux que de coutume et plus terrifiants. Enfin, une blancheur se montra vers l'est. Bientôt, on put distinguer le gris du ciel du gris des eaux. Quelle différence entre l'aube merveilleuse qu'il m'avait été donné de contempler la veille et ce matin blême, ce matin de deuil, où le soleil, blafard et vitreux, semblait l'œil convulsé d'un mort. Debout au gouvernail, le capitaine criait déjà ses ordres pour l'appareillage. Les poulies grincèrent, les voiles claquèrent en se déployant, et la Miséricorde, que ses ancres de fond ne retenaient plus, après avoir, comme nous disions, flairé la mer, courut droit devant elle, l'étrave haute, persuadée peut-être, la chère âme, qu'on la ramenait vers les cales de Radoub et le tranquille hivernage dans les bassins bretons. Nous faisions cap sur Reykjavik. Fin de la section 2. 5. Ce n'est pas tous les capitaines qui se seraient comportés envers un matelot avec la générosité que montra Hervé Guyader pour mon frère. Dieu me préserve de médire d'aucun d'eux. En 30 ans de pêche, j'en ai pu connaître beaucoup de bons et beaucoup de mauvais. Peu eussent consenti, comme celui-ci, à perdre une seconde journée de pêche et à quitter un des grands chemins de la morue qu'on risquait fort de ne pas retrouver, tout cela pour obéir aux vœux d'un mourant à qui ne l'unissait aucun lien de famille et qui n'avait droit qu'à la sépulture commune des décédés en mer, au sac de toile, à la planche à bascule et au resquiat in pace prononcé sur le plongeon suprême. Pauvre Hervé Guyader, il faut croire que la mer ne lui pardonna point de lui avoir dérobé cette proie. 6 ans plus tard, quand la Reine des Anges, sur laquelle j'avais fait campagne, aborda au quai de Tréguier, les premiers mots du douanier de service furent pour nous apprendre que, depuis fin juillet, on était sans nouvelles de la Miséricorde. Nous nous rappelâmes qu'à cette date, nous avions en effet essuyé un coup de gros temps.
la Miséricorde avait dû sombrer corps et biens. Je m'enquis des hommes qui la montaient. Dans la liste, outre le capitaine, figuraient 2 des compagnons qui m'assistèrent auprès de Guillaume, Mathias Garandel, l'homme au buis, et Désiré Kerneur, l'ancien Ternevat. Dieu ait leurs âmes. Arrivés en baie de Reykjawik, nous mîmes la chaloupe à la mer et nous y descendîmes le cercueil. C'était Kerneur qui l'avait fabriqué, ce cercueil, avec des bouts de planches destinés à la réparation du navire en cas d'avarie. On avait eu le soin de l'entourer d'une corde solide, de crainte qu'il ne vînt à se disloquer dans le transbordement. Une croix aussi avait été faite, puis passée au goudron, et j'y avais tracé en lettres blanches cette inscription très simple: Guillaume Kerello, de Plouguiel, 25 ans. 6 bâbordais prirent place dans l'embarcation, 3 de chaque côté de la bière pour ramer. Le capitaine, à l'arrière, tenait la barre. Moi, je m'étais accroupi sur l'avant et mon eucologe, à la main, je débitais à voix basse les dernières oraisons. Il faisait encore presque un temps de Bretagne, ce jour-là, mais de Bretagne brumeuse et grise, de Bretagne d'hiver. Nulle apparence de soleil. Le ciel semblait se fondre dans la mer en un brouillard léger comme une mousseline. Les énormes promontoires, entrevus au travers, nous faisaient l'effet d'être ces gigantesques murailles du monde, dont il est parfois question dans nos légendes, et derrière lesquelles, dit-on, fleurissent les mystérieux jardins de la mort. Ce fut une navigation singulière. Je n'y songe jamais sans un frisson. Vous avez ouï parler de la barque des âmes, l'Estrananaon, que l'on voit voguer sur nos côtes la nuit, chargée à couler bas, et dont les passagers, à qui et elle, ne répondent que par des amen. Tels nous allions dans un murmure de prières. Les hommes ramaient avec précaution, gênés qu'ils étaient dans leurs mouvements, et aussi à cause des écueils qui hérissent la baie. Si la poignée d'un aviron venait, par hasard, à heurter la bière, nous tressautions, troublés comme par un bruit surnaturel. Bientôt, nous n'aperçûmes plus de la Miséricorde que sa mâture. Celle-ci, dans l'éloignement, prenait des proportions fantastiques. On eût dit le spectre d'une croix immense surgie du sein des eaux. De temps à autre, sur le chemin que nous suivions, se montraient des roches élevées, des îlots de pierre, aux parois verticales et lisses, pareilles à des ruines. Leurs cimes étaient garnies d'eiders, perchés sur un rang, qui nous regardaient de leurs yeux presque humains en ouvrant et refermant leurs grandes ailes blanches. Il était environ midi quand nous accostâmes à Reykjawik. Le cercueil fut débarqué sur le quai et nous restâmes autour à le regarder, tandis que le capitaine allait demander aux autorités de la ville la permission de l'inhumer et prier le fossoyeur public de creuser la tombe. Nous demeurions là, plantés sur nos jambes, immobiles, nos suroîts rabattus, l'air morne et embarrassé tout ensemble. Je connaissais Reykjawik pour y être venu 2 ou 3 fois en bordée, une année que nous avions été cernés par les glaces, et qu'on pouvait s'y rendre comme en promenade sur les flots gelés. Mais je n'en avais retenu que des images d'entre gin et brandy, une confuse vision de tables, de tonneaux cerclés de cuivre, de servantes de bar, rougeaudes, coiffées de noir comme les femmes de saint, avec des cheveux nattés qui leur pendaient dans le dos, et une grosse voix de matelots enroués, cela dans une atmosphère de fumée, sentant le tabac, l'alcool, l'huile, et surtout la fiente d'oiseaux dont les habitants se servent pour faire du feu. Oh, qu'elle me semblait lugubre et refroignée à cette heure, la triste ville des fjords, la ville sans joie, sans lumière, sans arbres, comme toute nue sous un ciel plombé, et si sombre avec ses maisons de bois, plus moisies que les goélettes retraitées qu'on laisse chez nous à pourrir dans les ports. Par-dessus les toits, dans la brume, pointait un clocher, ou plutôt une guérite. Je pensais à notre retour à Plouguiel, à son carillon du dimanche, aux frênes du cimetière où nichent des ramiers, et à l'ombre desquels Guillaume eût été si bien. Alors, à l'idée que nous l'enfouirions ici, dans ce sol étranger, aux extrêmes confins et presque en dehors de la terre chrétienne, j'eus le cœur à ce point navré que, si ça n'avait été par respect pour son dernier vœu, j'aurais, je crois, poussé du pied son cercueil, oui, je l'aurais poussé à la mer, et je lui aurais dit: à la garde de Dieu, mon frère, quelque part que la vague t'emporte, tu y seras mieux et plus près du paradis qu'en ces parages de désolation. Non loin de nous,
sur la marine, se dressait une baraque surmontée du drapeau danois. Un vieux à casquette galonnée, probablement une espèce de maître de port, qui nous dévisageait du seuil depuis quelques instants, vint à nous et nous demanda en français: qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un mort, répondit Garandel. L'homme se découvrit, salua, puis nous désignant la baraque: mettez-le là si vous voulez, en attendant, et abritez-vous. Ce n'était pas de refus. Le brouillard, plus dense, commençait à pénétrer nos vêtements sous nos cirés, et des filets d'eau glacée dégoulinaient le long de nos jambes. Dans la cahute, un poêle ronflait. Nous pûmes nous chauffer, assis sur un banc. Le vieux à casquette avait repris la conversation. Il nous raconta qu'il avait fait en France un séjour de 2 ans. Puis il m'interrogea sur mon frère, sur la maladie qui l'avait tué, et, comme je m'enquérais s'il y avait d'autres Bretons enterrés à Reykjawik: peu, dit-il, mais il y en a. Ils ont leur coin, le coin des étrangers. Le capitaine survint sur ces entrefaites. En serrant la main du vieux, je le priai de me dire son nom. Il s'appelait Rosenkild. Je me le répète chaque fois que je fais retour vers ces temps lointains. C'était le nom d'un brave homme. Pour gagner le cimetière, il faut traverser Reykjawik dans toute sa largeur. J'allais le premier, escorté par le veilleur de nuit de l'endroit, qui est également préposé, paraît-il, aux enterrements. Les camarades suivaient, portant le cercueil sur des rames. Le capitaine fermait la marche. Nous cheminions en silence par les rues désertes, dans la brume. Des visages se collaient aux vitres pour nous regarder passer. Parfois une porte s'ouvrait et, sur le seuil, des jeunes filles, des enfants, montraient leurs têtes étonnées, leurs faces roses, un peu bouffies, encadrées de cheveux couleur de foin, leurs yeux verts du vert des plantes qu'on a séquestrées du soleil. Ils murmuraient je ne sais quoi dans leur langue, des paroles de leur religion sans doute, l'adieu, selon le rite, à ce mort inconnu. Nous étions dans la campagne, maintenant, si l'on peut appeler de ce nom la plaine sans herbe, où nous manquions à tout instant de trébucher dans les cailloux et qui, prolongée au loin par les pentes neigeuses des monts, ressemblait assez à celle de mon rêve. Soudain, une palissade, comme on en voit chez nous autour des chantiers de construction, une porte à claire-voie, un enclos découpé en petits carrés avec des allées droites et nettes, comme un potager bien tenu. C'était là. Jamais cimetière ne m'a donné une telle impression d'ordre, de rangement méthodique, de propreté. Chaque famille a son carré, son arpent funèbre, qu'elle entretient soigneusement. Mais combien morne, en sa régularité même, ce cimetière du pôle, et combien muet! Combien différent des nôtres, où les tombes voisinent, pêle-mêle, où, parmi les sauges et les jacinthes sauvages, voltigent les bouvreuils, les abeilles, toutes les bêtes chères aux défunts. Nous nous dirigeâmes vers le fond de l'enclos, guidés par le son retentissant des coups de pioche dans la terre durcie. Là régnait une sorte de plate-bande, inculte, que bossuaient quelques tertres épars. Nous touchions au terme de notre corvée de deuil. Des croix, à demi déracinées par les bourrasques, inclinaient tristement leurs branches, déjà vermoulues, bien qu'elles indiquassent des dates assez récentes. En attendant que le fossoyeur eût fini de creuser le trou, nous nous mîmes à déchiffrer les noms des gars d'Islande, auprès desquels Guillaume dormirait tout à l'heure le somme éternel. C'étaient pour la plupart des sépultures de Dunkerquois. Tout à coup, le capitaine s'écria: Kermarec! Yvon Kermarec, un de Ploua! Je l'ai bien connu, nous étions au cours ensemble à Paimpol. Et presque aussitôt un autre dit: ici, c'est Pierre-Louis Féchamp de Comles. Ah, bah, le second de l'Étoile des Mers, fit Garandel. Il y a 2 ans, je soupais à sa table, dans sa maison de Kernévan, le soir du pardon de Saint-Nicolas. C'était un homme fort, il soulevait une barrique de cidre à bras tendus. Un appel nous fit retourner. C'était le fossoyeur qui nous avertissait que la tombe était prête. Que vous dirai-je encore? 10 minutes plus tard, mon frère reposait dans le lit qu'on ne refait pas, et les lourdes mottes de la terre islandaise avaient recouvert sa dépouille. Nous y plantâmes la croix que nous avions apportée, la croix aux lettres blanches, que les gens de Reykjawik épelleraient le lendemain sans les comprendre. Je récitai l'oremus final, puis, après avoir fait 3 fois le tour de la tombe, chacun murmura
Kenavo, au revoir. Lommic. Et nous nous éloignâmes. Mon frère demeura seul dans l'éternité avec son brin de buis de Bretagne entre les doigts. Le soir de Pâques, n'oublie pas Jean René. Ah, certes, non, je n'ai pas oublié. Kerello secoua les cendres de sa pipe dans le gazon roussi. La douce lumière élyséenne des couchants de septembre promenait sur le calme paysage son reflet pâlissant. À nos pieds, la rivière salée s'enflait lentement, comme soulevée par des forces mystérieuses, et, avec la marée montante, le souffle du vent semblait s'être élargi. Sa grande aile invisible, en touchant les navires à l'ancre autour de l'île Loaven, les éveilla de leur torpeur. Nous les vîmes frémir, s'ébranler, s'engager, l'un derrière l'autre, dans le courant que dessinait un ruban de moire, plus clair sur le gris azuré des eaux. Leurs flancs, délavés par les embruns arctiques, étaient marbrés de lèpre verdâtre, et, dans le silence vespéral, nous entendions distinctement craquer leurs membrures. Ils n'en avaient pas moins comme un air de joie. Un rayon oblique dorait les hautes voiles, allumait une flamme rose à la cime des mâts. En regagnant Roch Wellen par les sentiers de falaise, nous pûmes suivre quelque temps leur défilé majestueux. L'équipage du navire de tête avait entonné le cantique de Saint-Yves, du grand patron trégorrois. Les autres reprirent en chœur. Et même après que les goélettes eurent disparu dans les tournants de la rivière, leur chant continua d'arriver jusqu'à nous, harmonisé par la distance. De grosses larmes ruisselaient sur les joues du clerc de Kersuliet. Je crus qu'il pensait à son frère, à la Pâque douloureuse dont il venait de me faire le poignant récit, à la tombe sans prière et sans fleurs du pécheur de la miséricorde, couché, là-bas, devers Reykjawik, dans le coin des abandonnés. Je me trompais du tout au tout. Sont-ils heureux, ces gaillards-là, me dit-il, en posant sur moi sa rude poigne, et voilà pourtant des bonheurs que je ne connaîtrai plus. Fin de la section 3.